on a une chance d'avoir une commune qui est entièrement irriguée. Alors entièrement. Potentiellement entièrement irriguée. Excusez-moi. Malgré ce, quand même, on a subi une perte d'au moins 15%. Non, mais sur la simple bonne raison, c'est que nous avons un problème d'alimentation, c'est que nous étions limités dans nos prélèvements en eau dans le milieu. Voilà, nous avons une possibilité de captage de 600 mm3. Et même si nous avions géré ça de façon très intelligente, en faisant des apports très calculés au bon moment, ceci dit, on arrive à une période au mois d'août, alors que la campagne était très sèche, et que jusqu'à mi-septembre, on a eu des records de chaleur, ça a quand même eu un impact, en moindre mesure par rapport effectivement à mes collègues qui ont pris moins 50, voire certains secteurs moins 70%, hein, avec des vignes avec une perte de fond, des vignes qui vont mourir sur le secteur du Biterrois, puisque l'épicentre était sur le Biterrois. Voilà, mais effectivement, on a pu limiter la casse là où on a perdu, certains ont perdu 30 ou 40, 50, voilà, nous on n'a perdu que 15, donc on peut s'estimer heureux de plus avoir bénéficié de l'irrigation. Oui. Cette exploitation, tu peux nous la présenter? Alors l'exploitation, à titre personnel, effectivement, j'ai 27 hectares, entièrement irrigués ou irrigables, dont 1 hectare d'abricotier, ça c'est pour la diversification. Donc entièrement irrigué. Je me suis installé en 2001 sur une exploitation de reprise familiale où les pratiques de mon père étaient, si vous voulez, les vignes, elles étaient un peu comme le parquet. Voilà. C'était à peu près ça. Il n'y avait pas d'herbe, c'était propre. C'était même plus propre qu'ici, je pense. C'était nickel. Voilà. Donc je me suis installé dans ces conditions-là, avec pas du tout de jugement. Je portais absolument pas de jugement sur les pratiques culturelles de ma famille, mais il a fallu que simplement, voilà, on a repris les choses, j'ai repris les choses et puis on s'est amélioré. Alors, quand tu dis améliorer, aujourd'hui, quelles sont les pratiques? Alors, je vais être honnête avec vous, je me suis fait aider pour être accompagné. Déjà, j'ai été aidé par la Chambre d'agriculture dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai été aidé parce que quand je me suis installé, c'est en pleine crise viticole. Donc, j'ai fait un peu la chasse aux primes, même si j'aime pas dire ça, mais je me suis inscrit dans un CTE, ex-CTE, qui sont. Voilà, qui ont eu le contrats don. territoriaux d'exploitation. Oui, tout à fait, qui a été transformé en cadre après, etc. Mais là, il n'y a plus d'argent. Donc c'était eux qui m'ont permis de changer les pratiques, tout simplement. Donc effectivement, je cherchais à un moment donné une somme d'argent pour pouvoir essayer de passer le cap. Mais ces pratiques-là, aujourd'hui, même si j'ai plus l'argent, elles sont restées. Donc ça a été la mise en place d'épandage de compost. Donc je vous rappelle, sur des terres qui étaient vraiment dépourvues de compost, mise en place de labour pour redonner un petit peu de vie à ce sol. À titre indicatif, 3-4 ans après avoir mis du compost, j'ai commencé à avoir des vers de terre dans mes parcelles. Alors je ne les voyais pas en surface, bien sûr, mais quand je faisais des fosses pour faire dans les sols, je voyais les vers de terre. Donc voilà, c'est une satisfaction personnelle. J'ai adapté également mes pratiques culturelles sur l'apport d'engrais. Je ne fais plus d'apport d'engrais à la volée ou en sous-solage. Je fais tout en verti-irrigation, ce qui m'a permis, Michel le disait tout à l'heure dans son intervention, m'a permis de diviser par 2 ma quantité d'azote apportée. Voilà, donc là où la vigne a besoin de 60 unités d'azote qu'on pourrait apporter à la volée au printemps ou du moins en sous-solage. Ou certains l'apportent même après le vendange, là, ce qui n'a pas été judicieux cette année d'ailleurs, avec la pluie il a fait de la pluie, une très forte pluie porte ce vendange. J'apporte 26 unités d'azote, à des moments clés, donc à peu près, je ne vais pas vous faire un schéma, mais vers la floraison et un peu plus proche de la véraison. Voilà. Alors, Christelle l'a présenté tout à l'heure, l'enherbement, comment ça se passe concrètement là? Alors c'est l'enherbement naturel, donc là c'est pareil, donc plus de labour après, plus de labour comme on pouvait le faire avant sur l'exploitation après récolte, donc après le passage de ma chèvre vendanger, je laisse pousser l'herbe. Actuellement les vignes, mais tous mes collègues c'est pareil, on a à peu près la même méthode culturelle, on a 50 cm d'herbe actuellement dans les vignes là, notamment. Voilà, donc déjà c'est cet effet-là. Ensuite après, arrivé après la taille, on laboure 3 rangs sur 4, un rang que je laisse dur, ça c'est parce que nous avons un sol assez particulier, dès qu'il pleut, même quelques gouttes, c'est de l'argile et ça glisse, on ne peut plus passer avec le traitement. Ce n'est pas une question de portance du sol, c'est une question de glisser, on n'a plus de maîtrise de l'engin dans les sols, même en 80 motrices, et donc là je laisse un sol enherbé permanent, où je fais simplement une tonte, plusieurs tontes. Malheureusement cette année ça a été le cas, malgré la sécheresse, plusieurs tontes, alors qu'à l'époque j'étais en désherbage en totalité. Sur la diminution des phytos, vous en êtes où là dans votre exploitation, sur le secteur? Alors, là où à l'époque je faisais un désherbage en totalité, donc aujourd'hui je désherbe que sous la bande, donc j'ai diminué de à peu près 70%, 65-70% l'apport d'herbicides. Et sur la partie, on est allé plus loin ensuite avec une démarche collective, accompagnée d'ailleurs par le conseil départemental de l'Hérault, c'est la mise en place de confusion sexuelle.
Donc, à titre personnel, en 2016, j'avais 50% de ma surface qui était confusée. C'est expliqué un petit peu de quoi il s'agit? Oui, confusion sexuelle, c'est on sature l'atmosphère de phéromones donc sexuels, où donc les eudémies, c'est donc les papillons, quand ils viennent, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ne se trouvent pas. Les femelles et les mâles ne se trouvent pas. Et donc, il n'y a pas de ponte d'œufs sur les grappes. Donc 50% en 2016, 100% dans l'exploitation en 2017. D'ailleurs, j'avais une réunion hier soir sur ce sujet-là, donc je me suis engagé à 100% même sans aide. Donc la commune n'a plus droit aux aides parce que nous avons passé le cap des 3 ans, ce qui est tout à fait normal pour que d'autres personnes puissent se permettre de rentrer dedans. Malgré ce, quand même, on a vu sur la commune hier, on a à peu près les surfaces qui ont augmenté de 30 à 40% par rapport à l'année dernière. Donc c'est-à-dire que chaque année, les surfaces augmentent. C'est 3 insecticides que j'ai supprimés sur l'exploitation, et voire même un 4e, puisque nous sommes allés plus loin dans la démarche. Au-delà de l'Eudymis, nous avons passé le cap de la flavescence dorée, et par un engagement de tous et de chacun, Chambre d'agriculture et la Frédon, nous prospectons notre vignoble, et de 3 traitements, nous sommes passés à 2 traitements flavescence dorée, qui sont des traitements obligatoires par arrêté préfectoral. Donc on peut considérer, à condition qu'on ne fasse pas un traitement qui fasse double action, qu'on a supprimé 4 insecticides. Voilà, donc c'est une pierre à l'édifice. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de ça me faut, mais c'est déjà vous êtes rentré dans un cercle vertueux sur votre secteur, dans votre territoire. On considère que c'est plus vertueux que ce qu'on faisait de toute façon avant. Effectivement, c'est une approche différente. Alors ça, c'est au niveau de l'exploitation. Au niveau de la cave, ça se passe comment? Et la place de l'irrigation là dans la cave? Écoutez, la cave coopérative a toujours poussé et a toujours été derrière, bien sûr, la partie irrigation. Parce que si certains se posaient la question si ça pouvait avoir un effet négatif sur la qualité des vins, nous on ne se l'est jamais posé la question. Parce que ça a toujours été, on étions toujours dans une démarche économique et qualitative. Ce qu'on a pu entendre, et Michel faisait partie de cela, où à l'époque on ne parlait pas d'irrigation, on parlait de gestion du stress hydrique, pour vous dire la subtilité des mots et le poids des mots dans notre démarche. Aujourd'hui on parle d'irrigation sans complexe, d'ailleurs c'est le thème aujourd'hui du colloque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus une insulte de dire qu'on va irriguer une parcelle. Puisqu'aujourd'hui, Christelle vous en parlait, là où certains ont perdu 70%, nous on a perdu 15%. Donc certes, on a perdu, mais on a perdu moins. Donc on peut penser que demain, on sera encore là quand certains risquent de souffrir, et certainement au niveau social, il y aura un impact. Cette sécheresse va apporter un impact. Dans le département de l'Hérault, 3 ans de sécheresse historique. Dans le Biterrois, il y en a certains de nos collègues qui vont arrêter l'exploitation. Donc ça, il faut que ça marque quand même. Et derrière, c'est de l'emploi. Pour revenir sur la commune, donc la cave coopérative, bien sûr, elle voit de très bon oeil la partie irrigation, parce que ça permet de stabiliser, et sur l'exploitation aussi, c'est la même chose, stabiliser nos rendements. On ne fait pas des super rendements, on a des sols qui sont pauvres, mais au moins on a un objectif économique qui est atteint, et on arrive à le stabiliser. Donc on a des petites variations, ce qui est normal, parce que l'intégralité du vignoble n'est pas irriguée sur la commune, mais on arrive à avoir des variations qui sont relativement stables, et des viticulteurs surtout qui peuvent se développer et s'engager économiquement. Alors, ça, c'est au niveau de votre cave. Et bon, puisque vous avez ces responsabilités départementales aussi, qu'est-ce qu'il en est de la question de l'irrigation de la vigne au niveau d'un département comme l'Hérault? Sujet tendu actuellement, vous pouvez le comprendre. On a bien un projet, nous avons le projet Aquadomicia, qui d'ores et déjà, et Dieu sait que Michel Ponchier s'est battu à l'époque pour que ce tuyau soit beaucoup plus gros. Mais nous n'avions pas l'unanimité de la profession à l'époque, Michel. Nous étions peu nombreux à dire qu'il fallait plus gros ce tuyau. Nous n'étions pas dans les mêmes conditions climatiques. Certains ne voyaient que devant leur porte. Aujourd'hui, effectivement, ce tuyau-là va permettre d'irriguer 8000 hectares. Excusez-moi, 6000 hectares. Il y en a 9000 de demandes, donc il y en a 3000 qui vont rester sur le carreau. Poser la question à un agriculteur aujourd'hui, un viticulteur dans le département de l'Hérault, ou même dans le Lourdes, je pense, c'est pas je pense, c'est sûr, s'il veut de l'eau, oui, 100% aujourd'hui des agriculteurs, qui sont en AOP ou en IGP, souhaitent avoir de l'eau. Alors je vous fais abstraction des zones, des contreforts qui sont plus arrosés de façon plus régulière. Mais l'intégralité aujourd'hui des viticulteurs, sur une grosse partie du littoral, souhaitent avoir accès à l'eau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, sur le secteur du département de l'Hérault, là où habite Michel et jusqu'à Béziers, il est tombé 300 mm d'eau en 12 mois sur la campagne 2015-2016. À partir après vendange 2015 jusqu'au mois de septembre 2016, entre 300 et 350 sur les endroits. C'est clair que là, on n'arrive pas à faire pousser la vigne de bonnes conditions économiques et agroécologiques, si on va derrière également. Donc voilà, donc ça a toutes ses limites. Aujourd'hui, il y a des enjeux, c'est la priorité numéro 1 de la Chambre d'agriculture,
c'est d'essayer de s'engager, voir sur les retenues collinaires. Alors nous sommes tous des traumatisés de Sivens, mais il y a des retenues collinaires à échelle plus humaine. Enfin, je ne dis pas lunaire, les Sivens c'était 1% du lac de Salagou. Le lac Salagou, que certains Héroltais connaissent, 100 millions de mètres cubes, qui a été fait par des fonds agricoles il y a quelques années. Sivens, c'est 1 million de mètres cubes. Je ne vais pas ouvrir le débat sur Sivens, mais pour vous dire l'échelle à peu près dans laquelle nous sommes, nous avons, nous, un enjeu de département de l'Hérault, c'est d'essayer de faire lâcher le Salagou quelques millions de mètres cubes supplémentaires pour venir soulager ce fameux tuyau Aquadomicia. Là, il y a un véritable enjeu qui pourrait venir alimenter peut-être 8 à 10 000 hectares, mais on est bien conscient que de toute façon, il va falloir avoir de nouveaux ouvrages, même si la recherche demain peut-être va nous apporter des solutions sur des cépages plus résistants à la sécheresse. Enfin, nous l'espérons du moins. Je sais que c'est un peu compliqué, peut-être certains pourront apporter des réponses. Voilà, mais on sent vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui. L'eau est une nécessité économique. Et si très rapidement, dans les 5 ans à venir, il n'y a pas de solution durable apportée aux agriculteurs, certains viticulteurs, il y a des changements, il va y avoir, puis il n'y aura pas de culture. La culture de l'olivier, qui est historiquement reconnue comme une culture adaptée à la sécheresse, cette année, c'est moins 50% de production sur le département de l'Hérault en olive. Moins 50%.